Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préliminaire. Des bêtes dans la jungle. Catherine Clément. Dans une lettre célèbre de 1927, Sigmund Freud expliqua posément à son ami Romain Rolland qu'il ne le suivrait pas sur les chemins du sentiment océanique, ni dans la jungle hindoue, qu'il jugeait trop obscure et pour tout dire dangereuse. Jungle, c'est le mot qu'employait Henry James dans un roman célèbre, La bête dans la jungle, où l'inconscient affleure dans un colloque poliment sentimental. Jungle, pour désigner l'inconscient, c'est un mot qui sent son Kipling et son Inde. Pourtant, à cette époque, la Société psychanalytique indienne, fondée en 1922 par Girindrasekhar Bose, existait bel et bien. Sur la nature exacte de ces deux événements, tout fait question. En 1927, Freud, déjà cancéreux, affublé de son monstre dans la bouche, est-il pris de panique devant l'extase, la mort, le gouffre indien ? Possible. Mais de l'autre côté, que peut signifier la naissance d'un mouvement psychanalytique à Calcutta puis à Bombay, sous l'égide de l'un de ces Bengalis raffinés si fortement occidentalisés ? Ne s'agit-il pas plutôt d'un mouvement d'influence coloniale ? Possible. Farouche partisan de l'indépendance de l'Inde, Romain Rolland, grand écrivain anticolonialiste, reçut chez lui en Suisse tous les leaders indépendantistes indiens, petits ou grands, y compris bien entendu, le Mahatma Gandhi. Il écrivit 2 superbes biographies de Ramakrishna, mystique bengali que Sudhir Kakar a bien analysé, et de Vivekananda, son héritier spirituel. Pourtant, Rolland n'a jamais mis les pieds en Inde. Ce seul fait, ajouté à la résistance de Freud, en dit long sur ce que j'appellerais le trouble de l'Inde. L'Inde trouble les voyageurs européens, et particulièrement les Français. À preuve, l'affectation de coopérants psychiatres à l'ambassade de France à New Delhi et au consulat de Bombay jusqu'à cette année 2007. Ils ont beaucoup écrit sur ce sujet, comme Régis Hérault dans Les Fous de l'Inde, ou non publié, la thèse épatante de Benoît Quiraud dans les années 80. Fous de l'Inde avant leur départ, animés par un puissant désir, les Français disjonctent sur place. Confusion, errance, bouffées délirantes, j'en ai vu de mes yeux. Le trouble de l'Inde, c'est la confrontation puissante avec un polythéisme extrêmement visible, avec des mythes vivants où l'inconscient se lie à ciel ouvert, comme par exemple, le culte de Kali à Calcutta, mère terrible et féroce, vagin denté follement adoré. Le trouble de l'Inde, c'est sa modernité accolée avec sa magie, sa vitesse urbaine accolée au rythme lent des 600 000 villages dont le chiffre n'a pas varié depuis longtemps, son esprit commerçant accolé avec sa mystique, ses farces et attrapes accolées avec le sérieux de ses savants, et le trouble de l'Inde, ce sont ces thérapies chamanistiques frottées à la psychiatrie contemporaine. Les actes du congrès que j'ai l'honneur de préfacer retentissent du trouble de l'Inde. Pour la première fois, des psychiatres, psychothérapeutes et psychanalystes indiens et français se sont rencontrés à New Delhi. C'est un événement dans l'histoire des idées, au moins pour la France. Pour l'Inde, on ne sait jamais. Les bouffées délirantes des voyageurs français y sont en bonne place, notamment avec l'histoire passionnante d'Alice, racontée par le Dr Till Van Hirsel, et le trouble de l'Inde également, à travers la communication de Jean Nimilovitch, qui rappelle la brève histoire de la confrontation entre les psychanalystes français et l'Inde et surtout, qui relate avec précision l'histoire personnelle de Girindrasekhar Bose, où elle apostrophe. On voit que Freud, recevant en 1921 la thèse de Bose sur la répression, est tout à fait surpris que la psychanalyse puisse trouver sa place en Inde. Il ne sera pas convaincu. Mais le trouble de l'Inde se retrouve surtout de façon éclatante dans le témoignage magistral du principal passeur entre l'Inde et l'Europe, le psychanalyste indien Sudhir Kakar. Sudhir Kakar est homme d'écriture. Voilà qui lui permet de relater avec la plus grande précision les sentiments d'étrangeté qu'il éprouvait, quand, jeune étudiant à Francfort, il entreprit une analyse en allemand. Beethoven n'était que du bruit, et son analyste allemand ne peut sans doute pas connaître la musique indienne qui le touche, lui l'Indien, jusqu'à l'âme. Sa réflexion sur l'identité, qu'il a raison de mettre entre guillemets, le conduit à poser qu'à partir de 20 ans environ, une personne ne peut acquérir une compréhension parfaite d'une autre culture. Les couches profondes de la psyché ne seront pas changées. Or l'identité indienne, si diverse en apparence, peut quand même se laisser définir. Pas de distinction essentielle entre le corps et l'esprit, un puissant rapport entre la personne et le cosmos, l'environnement naturel, les animaux, les plantes, les minéraux,
une prédominance de la compassion au détriment de la colère et de la culpabilité, une grande valeur accordée au lien familial et par-delà, au lien tout court. L'autonomie est en soi un symptôme maladif, mais chacun éprouve néanmoins le besoin d'être assisté, accompagné, conseillé. Tout le contraire de l'Occident ? Oui. Lorsque Sudhir commence à pratiquer la psychanalyse en Inde, il est partagé entre l'héritage de sa culture hindoue, il est brahmane, né à Lahore actuellement au Pakistan. Il a donc vécu dans l'enfance, même s'il ne s'en souvient pas, la terrible épreuve de la partition des Indes britanniques et la culture psychanalytique freudienne. Comment a-t-il résolu ce partage ? Comme un homme de culture indienne pris dans le conflit entre mère et épouse, en se détachant un peu des deux côtés, en s'engageant de façon critique avec chacune des deux parties. Je travaille avec Sudhir Kakar depuis 25 ans, et c'est la première fois que je l'entends évoquer ce conflit de façon aussi magistrale. Jacques Vigne, psychiatre français qui vit en Inde, est un croyant. La spiritualité pour lui n'est pas qu'un mot. Si Sudhir Kakar s'est plongé dans l'Occident, Jacques Vigne s'est plongé dans l'Inde et dans sa religiosité comme thérapie. Il est aussi partagé que Sudhir dans l'autre sens. Et comme Sudhir, il tire parti de ce partage, par exemple en trouvant dans l'idée indienne de vérité Satya, un puissant moyen d'action sur l'inconscient, ainsi pensait le Mahatma Gandhi. Cette confrontation entre l'Indien partagé et le Français partagé est culturellement et philosophiquement passionnante, aux psychanalystes de dire si elle peut déboucher sur des thérapies. Toutes les communications dont j'ai eu connaissance m'ont passionné. J'ai vu des psychanalystes et psychiatres français extraire comme une essence parfumée d'une fleur, des questions pour l'Inde dans les cas qu'ils relatent. Et je vois des psychiatres indiens questionner le dispositif de santé mentale de leur pays, ou si les thérapeutes chamanistiques sont légion, les psychiatres sont très peu nombreux. En faut-il davantage ? Ou bien ne sont-ils pas nécessaires ? Dans un pays si vaste, si peuplé, avec une croissance si forte et une modernisation si rapide, et une telle progression des couches moyennes urbaines, je me garderai de trancher. J'aimerais signaler tout particulièrement la remarquable communication de Yolande Govindamma, française hindoue de La Réunion, qui en apprend beaucoup sur la diaspora en général et sur La Réunion en particulier. Ayant suivi les affres du Dr Bandman et de ses collègues dans la préparation de ce congrès, j'ai constaté avec délice que les affres d'un travail avec l'Inde n'avaient pas changé depuis le temps où je préparais, avec les mêmes difficultés, l'année de l'Inde en France, 1985 à 1986. Quand tout est perdu, alors le ciel s'entr'ouvre et le congrès a lieu. Bonne pratique de la confrontation. Elle est faite pour éprouver et c'est très bien ainsi. L'Inde et la France ont des choses à se dire sur l'inconscient, les thérapies, l'humanisation générale de la psychiatrie, l'affaire est entendue. C'est dire que je me réjouis vivement de la promesse d'un deuxième congrès, dont la préparation sera tout aussi complexe et le résultat tout aussi brillant. La vie psychique entre croyance et savoir. Introduction aux premières journées franco-indiennes de psychiatrie, psychothérapie, psychanalyse. Dr Patrick Bandman. À quoi ressemble la psychiatrie indienne mais aussi la psychothérapie et la psychanalyse, vues de l'Inde et par les Indiens ? C'est précisément ce qui s'est discuté, à New Delhi lors des premières journées franco-indiennes de psychiatrie, psychothérapie, psychanalyse, 28 février, LER 2 mars 2007. Dans la capitale d'un pays de plus d'1 milliard d'habitants, 250 psychiatres, psychothérapeutes et psychanalystes de France et d'Inde se sont réunis pendant 3 jours, autour de débats, tables rondes, conférences plénières, films et visites d'institutions psychiatriques. Les journées se sont déroulées au Sri Sri International Center et à l'Alliance française sous l'égide de l'ambassade de France en la personne de Dominique Girard, ambassadeur de France. Ces journées ont été organisées par la Société psychiatrique de New Delhi et le Centre des études psychanalytiques de l'Université de New Delhi, et pour la France, par l'Association Psychiatres du Monde, à l'origine de l'initiative. Pour les organisateurs, il nous semblait intéressant de susciter une réflexion transculturelle entre psychiatres, psychothérapeutes et psychanalystes des deux pays, sans aucun contact jusque-là. Les derniers contacts entre psychiatres français et indiens remontaient en effet à 1987 et jamais un tel congrès réunissant autant de thérapeutes n'avait été organisé entre ces deux pays. De nombreuses missions d'études ont été réalisées entre novembre 2004 et fin 2007,
afin de nouer des contacts avec des psychiatres, des psychologues et des psychanalystes de l'Université de New Delhi. Ces missions ont abouti à l'organisation de ce colloque. Notre objectif était de favoriser des rencontres entre professionnels en psychiatrie, psychothérapie et psychanalyse. Comment ce pays qui fascine et repousse en même temps aborde-t-il la souffrance psychique, la maladie mentale? Existe-t-il des psychanalystes et comment exercent-ils? La psychiatrie indienne est à ce jour encore peu importante, comparativement à la France. L'Inde compte 3000 psychiatres, dont 500 pour la capitale New Delhi, souvent formés aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, en complément de leur formation de base. Les références utilisées par les psychiatres indiens sont dans la grande majorité les références anglo-saxonnes en usage dans le reste du monde dont la France, DSM-4. Il y a à New Delhi beaucoup de services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux et un grand hôpital psychiatrique à plusieurs heures de la capitale. Les psychiatres indiens de New Delhi, regroupés autour de la Société psychiatrique de New Delhi, ont largement investi le programme du colloque, en parité avec les collègues français. Ils sont confrontés à une massivité de problèmes propres à l'évolution de la société indienne, avec des moyens infimes comparativement à la France. La psychothérapie, distincte de la psychologie clinique, est une discipline neuve en Inde en dépit de l'arrivée de la psychanalyse il y a presque un siècle. La vieille Société psychanalytique de Calcutta, née en 1922, ne comptait en 1987 que 34 membres. Jusqu'il y a peu de temps, il n'y avait pas d'institution, universitaire ou autre, pouvant faciliter ce type de formation. Les études médicales et de spécialités psychiatriques ne favorisaient pas ces orientations. Le Drive Ashok Nagpal, directeur du Centre d'études psychothérapiques de l'Université de New Delhi, évoque le fossé, gap entre psychiatres et psychanalystes. Pour lui, l'expérience du tsunami, où l'Inde refusa l'assistance étrangère, fut aussi le moment où se posa pour les populations du Sud, dans le contexte traumatique de l'événement, le besoin de comprendre le sens et la portée psychologique de l'événement. En France, dans une telle circonstance catastrophique, le spécialiste psy est interpellé sur le traumatisme physique et psychique afin de donner du sens à l'événement. En Inde, pour la première fois, des spécialistes psy furent interpellés. Pour Ashok Nagpal, cela représente un moment d'intégration de la dimension traumatique et le besoin d'une société pluraliste qui associe la dimension psychique aux besoins vitaux d'une population. Les rencontres organisées à New Delhi ont réuni des psychiatres français, dont beaucoup avaient une pratique analytique. 20 psychiatres français, dont le Dr Jacques Vigne, psychiatre vivant en Inde, connu pour ses nombreuses publications sur la tradition indienne et la pratique psychothérapeutique, sont intervenus. Nous présentons ici presque toutes les interventions. Dans les tables rondes, des spécialistes français en pédopsychiatrie, en thérapie familiale, en anthropologie et en sociopsychopathologie sont intervenus en alternance avec les psychiatres indiens. Le thème choisi par les deux parties était la vie psychique entre croyance et savoir. Un tel titre renvoie à la fascination que l'Inde a longtemps exercée sur l'Occident, en l'associant au berceau de la spiritualité. Pourquoi ce choix et en plus en Inde comme première rencontre entre psychiatres et psychanalystes indiens et français? La manière dont nos croyances et les croyances des patients interviennent dans nos pratiques est rarement prise en compte même si nous savons leur importance. Malgré l'extrême rationalité de la compréhension des faits psychopathologiques, nous ne pouvons faire abstraction du fait de croire dans notre approche. Nous nous sommes rendus compte en préparant ces journées que la spiritualité n'est pas spécifiquement indienne et comme le dit Sudhir Kakar, la spiritualité est à l'Inde comme le sont les pickles à la mangue. La croyance religieuse, qui est loin de recouvrir toute la problématique du croire, connaît même en Occident un regain de vitalité alors qu'il n'en est pas de même en Inde. Ce sont maintenant les failles de la modernité, les problèmes écologiques, l'oppression politique, les problèmes économiques et surtout une certaine perte de sens qui invitent à un renouveau de la dimension spirituelle de l'existence. Par ailleurs, les avancées technologiques n'empêchent pas la montée de toute forme de croyances et d'idéologies religieuses. Parfois même, il y a une convergence entre science et religion comme le soulignent certains travaux des neurosciences dans le domaine du bouddhisme par exemple. Depuis quelques années, le rôle de la religion ou de la spiritualité a été souligné dans des travaux récents en psychiatrie et en psychopathologie.
Différents auteurs notent l'importance de la croyance religieuse comme pouvant constituer une manière efficace de contenir l'angoisse des malades. De récentes publications scientifiques évoquent l'importance de la spiritualité et de la religion chez des patients schizophrènes ou dans d'autres affections psychiatriques. Des études de suivi de patients schizophrènes en Inde et ailleurs montrent que la diminution des pratiques religieuses est un des facteurs associés à la rechute lors du suivi. Dans une étude de 2003, concernant les recherches interculturelles en matière de schizophrénie, Hélène Corrine conclut, à partir d'une recherche effectuée en Inde du Sud, que c'est la possibilité de construire une position de retrait positif qui est associée au fait de ne pas être réhospitalisé. L'analyse qualitative des récits des patients dans cette enquête a mis en relief l'importance, pour les personnes qui n'ont plus été réhospitalisées, de pouvoir élaborer des espaces intérieurs de retrait, des espaces intimes séparés, investis positivement et dont les personnes parlent comme quelque chose de fragile ou de précieux, quelque chose qu'il faut protéger. Les chercheurs soulignent le rôle que joue ici une certaine forme de spiritualité, parfois même, mais pas toujours, liée à des groupes religieux. Ils soulignent l'idée que la culture indienne pourrait ouvrir aux personnes psychiquement malades des voies culturellement valorisées, ou tout au moins tolérées, pour l'élaboration d'une position en retrait. Les effets THERAPEUTIQUES de la croyance. L'importance de la croyance religieuse pourrait constituer une manière efficace de contenir l'anxiété des patients. Cette étude pilote a été réalisée à Chennai, Madras 2003. Elle implique des personnes psychotiques rencontrées à différents moments de leur trajectoire psychiatrique, dans différents lieux et dans leur famille. C'est par le biais d'une élaboration complexe de leur propre expérience intérieure et en s'inscrivant dans un espace culturel incarné par un ensemble de valeurs, de croyances et de pratiques que les familles dessinent pour les patients un espace de réintégration. Ces éléments sont rarement pris en compte dans nos approches en France où on insiste plus sur la notion de tolérance ou de support social. Il semble, et c'est là l'intérêt pour le thème de nos journées, que des croyances et des pratiques religieuses aident les patients et leurs familles dans un espace où ces valeurs sont respectées. Nos propres croyances à propos de la réalité physique ou de la spiritualité affectent aussi l'évaluation et le traitement des patients présentant des troubles mentaux selon d'autres travaux. Notre thème ne recouvre pas que la question du religieux. L'objet de notre conférence était de mieux cerner la problématique entre croyance et savoir en psychiatrie et en psychanalyse. La science énonce des propositions dont on ne peut pas douter. Elle s'oppose à la croyance qui se passe de démonstration et vise l'indémontrable. Le travail de la pensée constitue un savoir alors que parler de croyance, c'est évoquer des idées inébranlables, sans faille. La pensée questionne, se donne des réponses limitées, provisoires. Elle est par nature expérimentale, exploratrice, curieuse. Elle appelle la contradiction, se réfléchit, polémique avec elle-même. Elle est laboratoire. Le savoir se plaît à admettre des zones d'ignorance, nous ne savons pas encore. Il sait toujours assigner des limites, ce qui n'est pas le cas de la croyance. La croyance entend se placer hors de toute prise. Elle anticipe toute question et ne saurait recevoir de démenti. Toute notre tradition philosophique depuis Platon s'appuie sur la dichotomie entre savoir et croyance. Je me les représente, disait Socrate distinct. Savoir et croyance ne sont pas la même chose. Là où s'affirme l'un, l'autre doit abdiquer. Le philosophe Alain disait « Le vrai est ce qu'il ne faut jamais croire et qu'il faut examiner toujours. L'incrédulité n'a pas encore donné sa mesure. » Ou encore « Je ne vois guère que des croyants. Ils ont bien ce scrupule de ne croire que ce qui est vrai, mais ce que l'on croit n'est jamais vrai. » Ce philosophe est un auteur contemporain du nazisme et du stalinisme, dont il a montré la croyance aveugle. Ces citations résonnent fortement à notre époque riche en croyances. Actuellement, nous ne sommes plus si assurés que la ligne de partage entre savoir et croyance soit, au-delà des définitions tenues pour idéales, si facile à tracer. Science et croyance se distinguent plus qu'elles ne s'opposent. Elles peuvent d'ailleurs loin de s'opposer parfois s'articuler ensemble dans le tout scientifique. Nos traditions occidentales nous enseignent que seul le savoir scientifique peut apporter la guérison. En France, comme en Inde, l'approche du psychisme ne s'appréhende pas uniquement du côté de la rationalité du fonctionnement et des mécanismes du cerveau. Une part importante de nos pratiques rencontre une dimension différente,
qui semble se situer au-delà de la dimension du tout scientifique. S'il est vrai que cette dimension est accueillie dans le champ du religieux et du sacré, il n'en reste pas moins qu'elle est aussi notre objet, même si nous n'en tenons pas toujours compte. La croyance et le savoir. L'histoire de la psychiatrie est là aussi pour nous rappeler la manière dont certaines croyances se sont imposées comme savoir pour les praticiens et aussi comme pouvoir, pour faire allusion aux travaux d'un chercheur comme Michel Foucault. Il est important de débattre de ces sujets, alors qu'existe le risque de voir se mettre en place à travers le monde un système de savoir hégémonique en psychiatrie à travers la pensée du DSM qui encourage peu le type de dialogue que nous évoquons ici. La psychiatrie, comme d'ailleurs la psychanalyse, se voit soumise, en France, depuis quelques années à faire l'administration de la preuve de la vérité ou de la fausseté de ses énoncés, de la validité de ses concepts majeurs. Depuis 3/4 de siècle, le progrès de la biomédecine tient à cette volonté de parvenir à un savoir médical fondé sur des preuves. L'evidence-based medicine en est l'aboutissement extrême, sinon le couronnement. En France, comme dans d'autres pays occidentaux, dans notre champ, les démarches d'évaluation, nées de l'économie, se présentent comme d'indispensables démarches scientifiques. Nous les acceptons en soi. Cependant nous voulons défendre un savoir acquis par une clinique ancienne dont les noms d'Esquirol, de Pinel résonnent jusqu'en Inde. C'est vouloir défendre une position de la psychiatrie, au carrefour de la médecine et des sciences humaines. Je ne sais pas si cela est en Inde une question au regard des problèmes qui se posent. Comment articuler une psychiatrie moderne tout en préservant les acquis d'une tradition clinique ancienne, où l'écoute et la parole soient préservées? Comment faire face à l'hégémonie d'un savoir du tout biologique en psychiatrie? Est-ce que ces questions ont un écho dans les questionnements indiens? Cela fait partie de ce qui s'est discuté en assemblée plénière et en table ronde, pendant ces 3 jours. Pour la psychanalyse et les psychothérapies analytiques, il n'y a pas d'étude qui permet de conclure sans équivoque que la psychanalyse soit efficace par rapport à un placebo actif ou une autre forme de traitement. Il n'y a pas de méthode disponible qui pourrait, d'une manière incontestable, indiquer l'existence d'un processus psychanalytique. La plupart des études ont des limitations majeures qui pourraient conduire ceux qui critiquent la discipline à ne pas prendre en compte leurs résultats. D'autres études ont des limitations si graves que même un évaluateur qui a de la sympathie pour la psychanalyse pourrait être enclin à ne pas tenir compte de leurs résultats. Certains voudraient assimiler la psychanalyse à n'être qu'un système de croyances partagées. Il y a en effet une façon de croire en la psychanalyse, ou de ne pas y croire. Ceci est un débat bien français qui ne concerne pas les Indiens, les psychanalystes y étant très peu nombreux. On peut cependant évoquer à propos de l'Inde tous ceux qui se tournent vers d'autres croyances ayant un effet thérapeutique comme le zen, le yoga. Notre tentation a été d'essayer d'aborder la question de l'influence de la culture, toujours très vivante en Inde, sur la pratique psychiatrique. Les intervenants français évoqueront la manière par laquelle ils abordent la relation thérapeutique, en référence souvent à la théorie psychanalytique. Un système de croyance fort constitue-t-il un facteur de cohésion sociale? Qu'en est-il des symptômes? Sont-ils la tentative d'expression d'un refoulé qui pointe le malaise dans la civilisation? Ce qui nous conduirait à préciser de quelle manière nous comprenons la vie psychique entre transcendance et rationalité. La science objective nous offre un modèle de croyance faible, car nous savons aussi qu'il dépend des connaissances validées à un moment donné. Nous avons choisi d'aborder ces questions en les mettant en perspective en Inde, où les cultures traditionnelles côtoient un développement moderne et technologique fulgurant. Dans ce pays, les nouvelles croyances ne supplantent pas forcément les anciennes. L'Inde a sa propre conception traditionnelle de la prise en charge globale de la souffrance psychique, et le recours actuel à ces thérapeutes traditionnels reste très important. Le système médical moderne semble avoir fait le compromis entre des pratiques, similaires à ce qu'on observe en Occident, et des aspects traditionnels, solidement implantés. Ces pratiques nous ont été présentées simultanément par les collègues indiens et français, lors de 3 jours de conférences. Les références à la culture, à la spiritualité, au changement de la famille, à la violence, avec la transformation des valeurs traditionnelles ont été nombreuses dans les échanges avec nos homologues indiens. Les thèmes des journées. Le premier jour,
Les 2 séances plénières débattaient de 2 thèmes croyances et savoir dans les 3 champs, puis psychothérapie, psychanalyse et culture. Elles se sont déroulées dans l'auditorium d'un centre ouvert par un gourou indien, Satya Sai Baba, dont l'association caritative est soutenue par une centaine de millions d'Indiens. Il est situé à proximité d'un temple hindou, dédié à l'amour et à la dévotion. Le 2e jour, dans les beaux locaux de l'Alliance française, ouverte depuis 2003, se sont déroulées 6 tables rondes dont les thèmes étaient rêve, mythologie, métaphore et conte, corps, mental et conscience, l'expérience mystique et le thérapeute intérieur, enfants, famille, culture et tradition, individualisation et structure familiale. Au croisement des savoirs. Enfin, traumatisme, violence et société, quelle place dans la vie psychique? Le 3e jour, la dernière séance plénière traitait de Mind in Psychiatry et ensuite, un symposium réunissait des intervenants indiens et français sur le thème épisode psychotique aigu et choc culturel. Un symposium devait clore la conférence pour évoquer les décompensations psychopathologiques des voyageurs occidentaux en Inde. Le voyage vers l'Inde aurait-il une capacité particulière à susciter le bouleversement de notre vécu familier? Le séjour en Inde provoque en effet, chez le voyageur occidental, des réactions émotionnelles et affectives intenses pouvant aller jusqu'à l'apparition de symptômes modérés et transitoires, pouvant s'exacerber en tableaux psychiatriques constitués. À partir de l'expérience de soins de patients occidentaux, des participants, psychiatres indiens et français, en particulier les docteurs Dutrey et Van Hirsel, anciens psychiatres de l'ambassade de France à New Delhi et le docteur Sagdev, directeur d'un hôpital privé près de New Delhi, ont évoqué les problématiques des décompensations psychiatriques survenant lors d'un voyage en Inde. J'évoquerai quelques interventions de nos collègues indiens. Faute d'avoir eu leur texte, nous n'avons pu traduire et publier que ceux des professeurs Giloa et Sudhir Kakar. Le professeur Singh a développé les aspects psychothérapeutiques présents dans les traditions indiennes anciennes et leur place dans les croyances et les rituels religieux. On trouve dans les Védas, système philosophique très ancien de l'Inde, des exemples de méthodes psychothérapiques utilisant le rituel et les croyances traditionnelles. Elles ont passé l'épreuve du temps, sont liées au vieux fond chamanique de l'humanité, mais peuvent être accent aigu interprétées avec la science de l'esprit. Elles sont encore utilisées actuellement pour le traitement des troubles mentaux, dans de nombreuses zones de l'Inde. Le professeur Singh a enseigné la psychologie et est ancien président de l'Indian Science Congress. Le docteur Avdesh Sharma évoqua l'impact de la spiritualité et de la pratique religieuse sur la maladie mentale, en rappelant qu'aux États-Unis, près des 3/4 de la population souffrant de maladie mentale n'a pas accès à un traitement approprié auprès d'un professionnel de la psychiatrie. Ce chiffre augmente au fur et à mesure qu'on descend sur l'échelle des pays développés. En Inde, si chaque psychiatre, 3000 pour tout le pays, voyait à peu près 30 cas chaque jour de l'année, chaque mois, il ne couvrirait que 10% des besoins en soins urgents. Les patients devaient commenter le docteur Avdesh Sharma, recherche des solutions alternatives, des méthodes traditionnelles ou bien l'intervention divine. Dans un exposé qui peut sembler anachronique pour un spécialiste français sur spiritualité et maladie mentale, synergie, antagonisme ou la dimension manquante, le collègue indien nous expliqua qu'il peut y avoir plusieurs voies dans lesquelles la spiritualité et la maladie mentale peuvent être synergiques. Les suggestions proposées concernent la prise en charge des différents aspects de la personne, ainsi que ses besoins spirituels, et permettent d'invoquer la présence divine dans le processus thérapeutique. Dans une autre intervention, le docteur Satwant Parisha, professeur de psychologie clinique, spécialiste des phénomènes paranormaux et de la réincarnation, précisa que l'approche scientifique de 2600 cas de réincarnation, dans différents milieux et États indiens, ne peut être expliquée par l'état actuel de nos connaissances scientifiques malgré des similitudes comportementales. Est-ce à dire que les psychiatres indiens incriminent des origines autres à un phénomène fréquent dans la population qui repose aussi sur des fondements religieux? L'intervention du docteur Parisha laissa nos collègues français perplexes. Le docteur Chabra évoqua les syndromes psychiatriques liés à des cultures spécifiques, culture bonne syndrome. Il s'agit d'entités psychopathologiques qui ont une prévalence définie géographiquement et sont largement surdéterminées par les croyances au sein de certaines cultures en Inde. Plusieurs entités cliniques inconnues pour nous ont été citées,
le syndrome de Da, de possession, de Koro, de Jian, l'ascétique syndrome. L'existence de ces syndromes suscite en Inde des discussions sur leur interprétation et leur existence. Le psychiatre indien est souvent interpellé par les médias pour donner une interprétation scientifique de ces syndromes très fréquents. Pour le Dr Sahay, psychologue, l'impact des croyances, des mythes et de la tradition sur la santé et leur influence sur la maladie, en termes de cause et de guérison, présente en Inde des fortes corrélations avec des approches scientifiques. Pour le Dr Rajesh Nagpal, cela détermine une remise en cause des paradigmes scientifiques modernes comme le dualisme corps-esprit dans une visée intégrative. Il proposa, comme alternative épistémologique, le concept de body-mind pour ouvrir d'autres perspectives face aux limites du dualisme cartésien dans le contexte indien. Ce concept de mind évoqué le troisième jour symbolise pour l'intervenant indien la métamorphose de l'antique point de vue dans une vision scientifique actuelle. Le Dr Margoub, psychiatre éminent originaire de Srinagar, spécialiste du traumatisme, qui a longuement étudié les conséquences des catastrophes survenues au Cachemire en 2005, évoqua l'importance des guérisseurs traditionnels, pir et fakir, dans les traumatismes de masse. Dans ce contexte, les patients vont d'abord voir le pir ou le fakir ou tout autre guérisseur. Des études précises, citées par le Dr Margoub, ont vérifié l'utilité de ces interventions spécialement lors des catastrophes de masse en Asie du Sud-Est. La collaboration de ces guérisseurs avec des professionnels peut aider à améliorer l'observance des patients et la délivrance des traitements. L'expérience qui a suivi le tsunami et les désastres au Sri Lanka témoigne ainsi de l'intérêt de la collaboration de professionnels de santé mentale avec des guérisseurs traditionnels religieux. Cette collaboration est importante en termes de soins, de mise à disposition d'aide et de soutien communautaire. Une étude récente évaluant les implications d'un pluralisme psychiatrique, dans le cadre d'une recherche de l'ONS sur les troubles mentaux, a comparé les patients suivant 3 formes de thérapie dans l'Inde du Sud: ayurvédique, indienne, allopathique, occidentale et soins religieux. Les résultats ont montré que les patients dans les 3 types de thérapie se sont améliorés, avec une évaluation de suivi pour les 3 types très favorable. Plusieurs patients avaient des expériences radicalement divergentes avec chacune des 3 thérapies. Chaque thérapie était utile à quelques-uns et inutile pour d'autres. Pour le Dr Margoub, en conclusion, il est important que les professionnels de la santé mentale soient conscients et sensibles aux dimensions spirituelles dans l'approche thérapeutique. Cette conférence a suscité diverses réactions dans la presse indienne à la hauteur de l'événement que constituait cette première rencontre. En effet, les questions propres à la psychopathologie suscitent de plus en plus d'intérêt dans les médias indiens. Les questions posées aux psychiatres indiens concernent souvent l'interprétation de certains phénomènes spirituels et surnaturels qui traversent la société indienne, comme par exemple la réincarnation, ou certains phénomènes sociaux étranges. Changement de société et mutation des valeurs traditionnelles. Les questions qui nous ont été posées par les différents médias concernent les changements de société en France, la notion de maladie mentale, les transformations de la famille avec la mutation des valeurs traditionnelles. En Inde, malgré un développement effréné vers l'industrialisation et la modernisation, la recherche de la dimension spirituelle de l'existence reste un but supérieur. Ainsi, beaucoup de personnalités, stars, hommes d'affaires en Inde s'entourent de gourous. L'Inde mythique côtoie toujours de près l'Inde des réalités matérielles. Loin de mépriser cet aspect, exotique pour le touriste, voire totalement farfelu, certains psychiatres indiens ont évoqué la richesse et l'importance de la croyance religieuse dans l'approche thérapeutique. Ces éléments sont très nouveaux pour le psychiatre français. Ces rencontres ont été l'occasion de fructueux échanges sur les différences entre les 2 cultures, en matière éducative, sur le rôle de la femme, la sexualité, la violence, la spiritualité. On a pu se rendre compte que les conceptions indiennes en matière psychiatrique et psychothérapique sont étroitement liées au contexte de la société indienne et aux problèmes liés à l'évolution des cultures et des traditions. En Inde plus qu'ailleurs semble exister une dimension spirituelle, dont nous saisissons la force dans les villes religieuses du nord du Gange et dans les propos des gourous rencontrés. À l'ashram, la guérison psychique peut être considérée comme un acte d'amour, de fusion avec le malade, mais le gourou n'hésite pas à adresser au psychiatre si la maladie psychique est trop grave.
Dans ce pays se côtoient sans toujours se rencontrer, tradition et modernité, singulier et pluriel, monde rural et monde urbain. Le fossé entre modernité et tradition culturelle et religieuse existe aussi entre psychiatres et psychothérapeutes. Les seconds sont plus sensibles que les premiers aux conditions sociales et contextuelles des manifestations pathologiques. Écouter le gourou nécessite un effort pour mettre de côté notre rationalisme et accepter d'autres catégories psychologiques auxquelles notre esprit, qu'on soit psychiatre ou psychanalyste, n'est pas habitué. Dans cet univers, où le silence et la méditation ont toute leur importance, il est question de paix intérieure, de joie, d'harmonie. Il est difficile de comprendre pour un occidental l'expérience mystique et la spiritualité qui sont profondément inscrites dans la culture indienne. L'expérience des gourous, maîtres spirituels, sadhus, pirs et autres sages du sous-continent en matière de psychologie, les pratiques des guérisseurs dans les cultures indiennes et occidentales ont été bien étudiées par Jacques Vigne et Sudhir Kakar, entre autres. Ce dernier, dont nous publions l'intervention traduite, évoque l'identité indienne autour d'un idéal de relation familiale dérivé de la famille étendue, une conception des relations sociales fortement hiérarchique, influencée par le système des castes, une représentation du corps humain et de ses fonctions s'appuyant sur la médecine de l'Ayurveda, un imaginaire culturel débordant de mythes et légendes communs et une pensée attachée au contexte. La famille est une référence centrale en Inde, autant que la référence religieuse et culturelle. Des temples comme Balaji fonctionnent comme un lieu de guérison pour les familles qui accompagnent les patients et participent aux rituels. Dans ce cadre, les principes thérapeutiques sont concernés par le contexte de la maladie et impliquent les proches du patient. La guérison individuelle est liée autant au rapport harmonieux de l'individu avec le groupe qu'à son rapport avec la tradition religieuse. Les liens qui unissent corps et psychisme, mais aussi société et cosmos, ne font pas partie de la philosophie occidentale alors qu'ils sont très prégnants dans la tradition indienne. La séparation entre soma et psyché est beaucoup plus nuancée dans la philosophie indienne que dans la conception occidentale moderne. Le corps pour l'Ayurveda est le lieu de rencontre d'une conjonction d'éléments en lien avec le cosmos et qui échangent en permanence avec l'environnement. Au même titre que l'individu ne peut se concevoir sans la communauté, le soi ne peut se concevoir sans ses relations. Pour Yolande Govindama, sans une autre conscience de la théorie médicale ayurvédique, il nous est impossible de comprendre ce qui se passe dans l'esprit des hommes du sud-est asiatique. Cette médecine, qui a traversé les frontières de l'Inde, intègre la conception hindouiste du monde. Cette conception est développée dans le Veda, ensemble des textes sacrés, notamment celle de la libération de l'âme ou morsa à travers la maîtrise du karma pour respecter le dharma ou ordre socio-cosmique. Entre le contexte et l'objet, le non-soi et le soi, il y a une continuité, un flux constant de substances présents dans la nutrition, la respiration, la sexualité, la sensation, la pensée. Ces éléments constituent le prisme culturel à travers lequel on considère la personne en Inde. Comme le dit S. Kakar, l'homme est perçu comme un microcosme, tout ce qui fait partie du cosmos a son homologue dans la personne. Il faut pouvoir découvrir la richesse de ce patrimoine au-delà de New Delhi, aux confins du Gange et de l'Himalaya, dans des paysages sublimes de montagnes et de vallées où le fleuve est au plus haut niveau en été. L'essentiel de cet apport vient sans doute du trésor de sagesse humaine et de spiritualité qu'il renferme. Du commerce à la rencontre. Quelques notes en marge du colloque. Dr Didier Sabatier. On ne peut relater une rencontre entre Indiens et Français sans évoquer une période de l'histoire des Indes, allant de 1600 à 1947, c'est-à-dire celle de la colonisation anglaise. Il est essentiel de rappeler qu'elle ne fut pas le résultat d'une conquête militaire, à l'instar de l'invasion moghole, mais commerciale, menée par l'East India Company qui se vit attribuer par la couronne d'Angleterre, en 1600, le monopole du commerce avec l'ensemble de l'Asie. Cette compagnie établit des comptoirs en Inde et noua des rapports privilégiés avec l'empire moghol en place. Son expansion, liée au succès des Indiennes sur le marché européen, entraîna sa montée en puissance dans le sous-continent et lui permit de se débarrasser de ses rivaux français et hollandais. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'elle se militarisa et servit d'arbitre dans les conflits entre États indiens. Au début du XIXe siècle, elle dirigeait l'Empire des Indes. Elle perdit son monopole commercial en 1813,
puis subit la révolte des Sipais en 1857 et entra en crise. Ceci entraîna sa chute et le placement direct de l'Inde sous administration de la couronne anglaise avec la création du Board of Control, puis du ministère de l'Inde et enfin la proclamation de la reine Victoria, impératrice des Indes. Autre particularité de la colonisation anglaise, l'Inde ne fut jamais une colonie de peuplement. En 1900, pour une population d'environ 300 millions d'habitants, on comptait seulement 100 000 civils britanniques, essentiellement des fonctionnaires de l'administration et des corps techniques, et autant de militaires. Leur contact avec la population indienne était extrêmement limité. À leurs domestiques d'une part, à une élite indienne occidentalisée, formée et promue par les Britanniques eux-mêmes d'autre part. C'est au sein de cette élite que se constitua le ferment de la force, qui mena l'Inde à son indépendance. À cet égard, la stratégie de non-violence du Mahatma Gandhi comportait un versant économique dont les aspects les plus marquants furent le boycott des tissus britanniques importés en Inde et la marche du sel. La non-violence est une forme de passivité active que nous retrouverons dans l'histoire de notre rencontre, étroitement liée à la question économique. Le fantasme de l'Inde. Il convient de se pencher maintenant sur ce que l'on a coutume de désigner comme fantasme de l'Inde, entité incertaine et mouvante, individuelle et collective, mais dont il faut reconnaître qu'elle a une réalité psychique évidente. Ce fantasme est en place depuis l'Antiquité. Lieu de projection tantôt cauchemardesque, description de monstres, d'animaux extraordinaires, de phénomènes fantastiques et de pratiques magiques, tantôt idylliques, l'Éden sur terre. Il a subi de nombreux remaniements imaginaires pour représenter sous sa forme moderne et occidentale le prototype de l'objet perdu, d'où la nostalgie coloniale de bien des voyageurs. Il est donc peu étonnant que deux psychiatres français, Patrick Bantman et moi-même, se soient présentés à leurs homologues indiens avec des idées de conquête, refoulées comme il se doit. Du côté indien, les milieux psychiatriques et psychanalytiques sont tout à fait représentatifs d'une élite occidentalisée, formatée au concept anglo-saxon, comparable à celle citée plus haut. Dans ces conditions, la proposition d'une rencontre d'égal à égal, sur un terrain d'échange et d'intérêt mutuel, fut accueillie avec méfiance et circonspection. Aucun refus ne fut signifié. Les 18 mois qui suivirent les premiers contacts furent ponctués de missions, de discussions, d'échanges téléphoniques et par Internet. Des liens s'instauraient, mais rien ne bougeait véritablement du côté indien, rien de tangible qui puisse laisser penser avec certitude que la rencontre aurait bien lieu. Notre demande fut mise à l'épreuve durant de longs mois, au cours desquels soufflaient alternativement le chaud et le froid. Cette inertie apparente suscita de notre côté des phases d'agacement ou d'abattement, et d'enthousiasme lorsqu'un signe pouvait se laisser interpréter comme un oui. À notre insu s'était mise en place une relation de type colonisateur-colonisé, avec le corollaire d'une aliénation plus forte de notre côté que de l'autre. Ce qui se présentait comme promesse de conquête pouvait fort bien se transformer en déroute. Au cours de cette période, nous fûmes conviés à des colloques et congrès en Inde. Ce fut l'occasion de remarquer que le discours indien sur le psychisme s'énonçait toujours en langue anglaise dans un cadre très formel, cérémonial, réglé avec précision et rigueur, dans un conformisme très britannique. Les propos s'appuyaient sur une démarche scientifique de type médical, mais le contenu en prenait souvent le contre-pied, s'insinuant entre les lignes pour laisser entrevoir l'étendue des questions indiennes appartenant à un imaginaire non pas subordonné à l'esprit scientifique, mais religieux ou philosophique. Citons pour exemple Réincarnation, A Scientific Approach du Dr Satwant K. Parisha. Ce formalisme de façade apparaît comme la condition sur laquelle s'appuie le propos indien pour se déployer, reproduisant le couple colonisateur-colonisé sous forme de contrainte, le formalisme et la rigueur scientifique, mais permettant l'échappée désirante et symptomatique. Les Indiens, comme d'autres peuples colonisés, ont toujours su s'approprier les signifiants de leurs envahisseurs successifs pour y accrocher leur propre signifié. À cet égard, le détournement de la langue anglaise est particulièrement éloquent. Revenons maintenant sur la période de latence qui a précédé la phase d'engagement, du côté indien. Bien d'autres avant nous ont évoqué ce genre de situation. Certains auteurs évoquent une féminité de l'Inde, opinion fréquente du côté occidental, éventuellement recevable si tant est que l'on puisse assimiler féminité et passivité. D'autres y voient point de vue indien,
Un fantasme issu de l'idéologie coloniale britannique mettant en place une féminisation indienne afin d'attribuer au colonisateur une posture virile pour mieux méconnaître sa propre féminité. Il s'agit là d'un retour à l'envoyeur. Toutefois, si l'on accorde quelque vérité à l'une ou l'autre de ces deux interprétations, il serait alors plus juste d'évoquer une position hystérique, à ne pas confondre avec féminité, ou en tout cas une stratégie consistant à maintenir l'attention désirante de tout demandeur, acheteur ou conquérant. La problématique du thème. Le thème du Congrès a fait l'objet de longues discussions, suscitant la perplexité du côté indien. En effet, son énoncé La vie psychique entre croyance et savoir est porteur de présupposés, dont la division du psychisme ou son déploiement entre ces deux concepts. Autre présupposé, l'opposition entre croyance et savoir et l'éventuelle prévalence du savoir sur la croyance comme stade supposé supérieur d'un développement humain envisagé sous l'angle chronologique. Cette question est en effet française, dans la mesure où elle reflète sur le plan du psychisme, d'autres interrogations telles que « Comment l'Inde peut-elle être à la fois un pays de tradition et un pays moderne ? Comment peut-elle être pauvre et économiquement performante ? Comment peut-elle être à la fois terre de religion, croyance, et à la pointe de l'informatique, savoir ? » Du côté indien, ce ne semble pas être un sujet préoccupant même si la question émerge à présent ici ou là. Akar Ramayan en fait l'illustration lorsqu'il évoque son père, un brahmane portant veste anglaise sur son dhoti, mathématicien, astronome et astrologue. Lorsque le fils converti, selon son propre terme à l'attitude scientifique par Russell s'en étonne, il s'entend répondre « Il suffit de faire les corrections nécessaires, et ignores-tu que le cerveau possède deux hémisphères ? » L'Inde ne se représente pas à elle-même comme un pays de contraste ou de contradiction. À cet égard, le slogan de Nehru, « L'unité dans la diversité » est significatif. Il s'agit donc de faire tenir ensemble une somme de particularités. C'est le contre-pied de l'esprit des Lumières, tendu vers un idéal universel, dont le colonialisme est un avatar. Un premier thème tournant autour de la spiritualité avait été écarté par les Indiens, car jugé inintéressant et folklorique. En revanche, la question du traumatisme fut évoquée à plusieurs reprises par nos interlocuteurs, songeons à la partition de l'Empire des Indes et très récemment au tsunami qui avait précédé de peu notre premier voyage. Ce thème ne put être retenu pour des raisons contingentes. Déroulement et dénouement. La phase de latence prit fin, lorsque du côté indien il fut décidé que le temps des négociations était venu. Elles portèrent sur deux axes. La parité, en termes de représentation à la conférence. Le financement. Le premier point consistant à établir l'égalité en nombre de congressistes et d'orateurs, ne posa aucun problème. Le second était plus délicat. Il nous était demandé de financer la totalité de la rencontre, ce que nous acceptâmes. La rencontre se déroula dans ces conditions, sur la base d'un engagement mutuel, mais dans une dissymétrie des positions. Je ne vais pas ici évoquer son contenu, ce n'est pas mon propos. Ce que je veux en dire, c'est qu'elle fut l'occasion d'une reconnaissance, et ce dans nos différences. Toutefois, le complexe colonisateur-colonisé ne se dénoua qu'à la toute dernière minute à la faveur d'un incident. Une certaine somme, versée par nous, restait gelée sur un compte bancaire indien du fait du gouvernement de l'Inde. Il nous fut alors demandé de payer une seconde fois. Ce que nous refusâmes fermement en arguant du fait que nous n'étions aucunement coupables de ce désagrément, et qu'il s'agissait là d'une affaire strictement indienne. L'effet de cette prise de position fut immédiat, un grand soulagement de part et d'autre. Rencontre. Note sur la naissance du mouvement psychanalytique indien. Jean Nimilowitsch. En France, l'intérêt n'est pas nouveau pour la question du regard porté en Inde sur la psyché, sur ses expressions symptomatiques et sur les méthodes de traitement. À l'occasion de la parution des actes de ces journées d'études qui se sont tenues à New Delhi, j'aimerais cependant réfléchir aux raisons de cette curiosité. La France n'est pas le Royaume-Uni, et nous n'entretenons pas à l'égard de ce pays, de sa culture, les rapports que façonne une histoire coloniale commune. Une première remarque, celui qui, originaire d'Europe, aura voyagé en Inde, aura éprouvé ce fait d'être associé de façon plus ou moins construite à l'ancienne puissance coloniale. Mais ne porte-t-il pas sur ce pays,
lui aussi, un regard que tous ses efforts ne parviendront pas à déprendre complètement des représentations habituelles du colonisateur? Une fois le colon rentré chez lui, commence d'apparaître en héritage une forme moins visible de colonisation, plus intérieure, celle qui consiste en une certaine emprise culturelle, psychologique et sociale d'un modèle sur un autre. Français et Anglais partagent pour l'essentiel ce modèle, le modèle européen hérité des Lumières, qui se soutient notamment de désigner dans l'oriental sa figure de l'autre. Pourquoi l'Inde donc? En 1985, Michel Montrelet et François Peraldi introduisaient le numéro que la revue Cahiers Confrontation consacrait à l'Inde avec ce titre, Pourquoi l'Inde? Ils écrivaient ceci: aller en Inde ou se risquer dans sa pensée ses arts, ses mythes, c'est s'exposer au choc d'un autre tout qui dans un premier temps se vit, surtout si l'on est français, traumatiquement comme trop. Imaginez, vous venez de débarquer à Bombay ou à Delhi. Vous voici à l'aéroport, entouré d'hommes et de femmes qui, aussi nombreux soient-ils, ne créent pas l'effet de foule habituel. Agilité, souplesse, dignité de ses corps et de leurs gestes. Quelqu'un se tourne vers vous. Son visage, et d'un seul coup l'inoubliable vérité de son regard. Non, il ne se pose pas sur vous, non, il ne vous ignore pas non plus. Il va tout droit. Il vous traverse sur place, là où il vous voit, c'est-à-dire dans le tout. Où êtes-vous? Faites-vous partie des objets, des humains sur lesquels s'ouvrent ses grands yeux? Ou bien, n'êtes-vous qu'un reflet, une vague de l'émotion tout intérieure qui s'accorde au plus lointain des origines et à la mort? Vous êtes dans ce tout à la fois. D'ailleurs, très vite, vous le sentirez. C'est par des sensations que l'Inde s'offre aux voyageurs français, même quand il n'y a jamais mis les pieds. Celui qui en parle, même quand il écrit il parle, demande à son lecteur de se remémorer des impressions familières, bien que lointaines, celles qui à une époque oubliée de sa vie qualifièrent son attraction pour son premier objet d'amour et le constituèrent en retour comme corps érotique. Pour le sujet qui s'en trouve habité, cette figure de l'autre, fonctionne tant comme objet de fascination que de répulsion. Réservoir à fantasmes, s'y confronter provoque une certaine sidération. Il est bien normal alors que le voyage en Inde suscite un bouleversement intime pouvant aller jusqu'à la décompensation pour tant d'Occidentaux, et notamment de Français. Se sentir rappelé à l'autre maternel et s'y frotter, conduit d'abord à éprouver un floutage des limites de ce qui en soi et vis-à-vis des autres constitue le sujet. Fascination. L'Inde caresse le moi, le berce et l'enveloppe d'une foule indistincte, de l'ondulation des corps, des odeurs, des bruits, de couleurs chatoyantes et des sons d'une langue, encore incompréhensible. Là est sa force d'attraction, dans la capacité que lui reconnaît par anticipation le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.